Et on poursuit nos débats avec Véronique Jacquier, journaliste politique à CNews, Jules Torres, journaliste politique au JDD. On était avec, il y a quelques instants, le ministre chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, Véronique Jacquier. Je vous ai un petit peu frustré puisque vous aviez des remarques, des questions à lui faire. Bon, c'est vrai qu'il se satisfait de son bilan, c'est bien normal, mais vous avez des choses à redire. Mais je pense que, mais bon, il faudrait plus de temps pour cela, mais c'eût été intéressant de l'entendre sur le fait qu'on a quand même une Europe au pied du mur, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a un modèle qui ne peut plus tenir la route. Et Donald Trump secoue le cocotier, l'image n'est pas très jolie, mais Donald Trump est ce qu'il est, mais quelque part il renvoie aux Européens l'image quand même d'une réforme structurelle nécessaire. Oui. Il envoie le message est-ce que vous contrôlez vos frontières ? Ce serait quand même le b.a.-ba de ce qu'il faudrait faire. J.D. Vance a dit, il y a un an, quand il était venu à Munich et qu'il s'était adressé aux Européens, l'ennemi est à l'intérieur. Oui. L'ennemi, il est chez vous, il n'est pas forcément à l'extérieur. Vous êtes faible, vous ne contrôlez pas vos frontières, vous n'êtes pas un acteur stratégique. Il a beau, Benjamin Haddad a beau défendre le bilan d'Emmanuel Macron sur le Groenland. Bon, finalement, Donald Trump, il s'en sort quand même bien sur le Groenland et on a vu qu'on avait une Europe qui était divisée. Et puis en plus, il faudrait surtout que l'Europe soit en capacité de retrouver une puissance économique. Et on voit qu'on en est loin. D'ailleurs, le ministre Benjamin Haddad a bien remarqué quand même qu'on était ultra dépendant des Américains dans bien des domaines. Donc moi, j'en ai un petit peu marre de ce côté bisounours des ministres qui font le service après-vente, ce qui est bien normal. Oui. Mais là encore, il faudrait qu'on ait une vision pour l'Europe. Et c'est le rôle de Benjamin Haddad de dire, il pourrait nous dire, bah non, moi je suis pas complètement satisfait. Moi voilà, si j'étais ministre pendant 10 ans, le problème évidemment c'est qu'on a un gouvernement qui va pas durer très longtemps et qu'on a un an des présidentielles, mais voilà comment il faut la réformer, voilà ce qu'il faut faire. On n'a pas de vision, on n'a pas de perspective. C'était l'objet de mon propos, voilà. Quand on est faible à l'intérieur, c'est compliqué d'être fort à l'extérieur. D'ailleurs, on l'a vu encore une fois dans le journal du dimanche aujourd'hui, mon cher Jules Torres, vous avez signé quelques articles, notamment cette interview de Gérard Larcher. C'est assez intéressant, Gérard Larcher, quand même, ça marque une étape, le président du Sénat n'est même pas sûr de vouloir, on rappelle aux auditeurs que maintenant le budget est au Sénat, que le Sénat va devoir l'observer, l'étudier plutôt cette semaine, et que l'option de la question préalable, c'est-à-dire une sorte de motion de rejet, pourrait être votée avant même de se pencher sur le cœur du projet. C'est inédit, ça. Oui, c'est inédit. Je pense que c'est le dernier coup de pression du président du Sénat sur le gouvernement de Sébastien Lecornu. Il y a une lettre qui a été envoyée aux députés en début de semaine, qui n'a pas été envoyée aux sénateurs. Ça montre la crispation et le point de tension qu'il y a entre le gouvernement, entre Matignon et le Sénat. Moi, je pense quand même que ce que dit Gérard Larcher, c'est que la raison, la logique voudrait que les sénateurs enlisent le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, le muscle pour le rendre impossiblement votable pour le Parti socialiste. Bon, là, on est dans des coups de billard à 12 bandes. Ça, il dit que c'est la logique, mais il dit la raison, c'est de voter ce budget. Donc, je pense que les sénateurs vont exiger un coup de rabot, notamment sur le budget des collectivités territoriales. On sait qu'il y a des élections sénatoriales qui sont en septembre prochain. Il ne vous a pas échappé que ce sont les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les élus des conseils territoriaux qui élisent les sénateurs. Donc, on voit très bien que là aussi, il y a des enjeux de politique, donc je pense que c'est une menace, mais qu'à la fin des fins, Sébastien Lecornu va réussir à faire passer son budget, qui est un mauvais budget, ça évidemment, on l'a dit. Oui. Et après, est-ce que les sénateurs pâtiront de tout ça ? Est-ce que la droite pâtira de tout cela ? Parce qu'on dit depuis maintenant plusieurs semaines que les députés de droite refusent de voter la censure, acceptent finalement ce texte. Il y a 18 députés LR qui ont voté le budget de la sécurité sociale. Oui, mais vous savez, la droite... Pour le coup, ils ont renié leurs convictions. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on est électeur LR, c'est compliqué, je pense, aujourd'hui. Je pense que ce sera compliqué pour les électeurs LR aujourd'hui de voir qu'il y a un certain nombre de députés qui, en effet, ont voté pour la suspension de la réforme des retraites, alors que la droite, depuis maintenant 15 ans, fait campagne pour la retraite à 65, 66, voire même 67 ans. Donc évidemment, il y a un problème de conviction et surtout, ça se fait sur l'autel de la démocratie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de retourner aux urnes, ils ont la trouille de retourner devant les électeurs, ils veulent conserver leur petit siège.
C'est ce que Sébastien Lecornu disait quand il disait qu'il y avait une majorité absolue de députés qui voulaient rester. C'est parce qu'ils veulent conserver leur poste, tout simplement. Et Véronique Jacquier, quand on parle de la stabilité, la sacro-sainte stabilité, on nous verse ça depuis des mois. Quand on voit l'état de l'économie, j'ai commencé à en parler au ministre Haddad, 70 000 faillites en 2025 d'entreprises, c'est un record. Oui, exactement. 5 000 emplois détruits dans l'industrie par trimestre, soit de 20 000. En 26, ça risque de pas être mieux. Ils ont quand même renoncé, c'est ce que je lui expliquais, à la taxe, vous savez, CVAE, à la diminution de cet impôt de production. On est parmi les plus élevés en Europe. Je crois qu'on est à 4,6% contre 2,6%. Voilà. Et donc, moi, je veux bien la stabilité, mais est-ce qu'il aurait va mieux fallu que Sébastien Lecornu quitte la table? Mais de toute façon, on a un pays qui est bloqué depuis la dissolution. Et je pense que... Alors oui, il y a des députés LR qui se sont dit je préfère garder mon siège plutôt que d'appuyer sur le bouton de la censure. Mais je pense aussi qu'il y a bon nombre de nos citoyens qui de toute façon sont fatigués de l'impuissance de la politique, fatigués de voir même justement... Jules Torres est fatigué d'en parler. Non, mais de voir le verbe présidentiel qui ne change rien à leur vie. Et ils ne sont pas dupes. Dans moins d'un an, on est déjà en campagne pour la présidentielle. Elle a déjà plus ou moins commencé cette campagne, puisque là on rentre dans les municipales. Et le budget de 2027, ça va être quelque chose, parce que là on est encore sur le budget de 2026. Mais le budget de 2027, ça va être pire que tout. Mais non, mais c'est pour ça que quand on parle de stabilité, c'est pas stabilité finalement, c'est paralysie. Parce que ça va être un budget, pour le coup, où chaque parti va vouloir faire plaisir à son électorat. Donc ça va être la foire à la démagogie. On va retourner sur le sacro-saint pouvoir d'achat. On va nous ressortir le mantra du pouvoir d'achat et au nom du pouvoir d'achat. Alors là, toutes les dépenses vont être légitimes. Donc ça va être terrible pour le pays, sincèrement. Jules Torres, ça va se payer dès les municipales dans les urnes? On verra, c'est très difficile le scrutin municipal parce qu'il y a de l'ancrage local, c'est un scrutin qui n'est pas tout à fait nationalisé, même si on va bien voir que par exemple le RN va vouloir absolument nationaliser ce scrutin, c'est ce qu'ils font à chaque élection intermédiaire. Là, c'est vrai qu'on arrive un peu tard. Vous posiez la question du fait que Sébastien Lecornu quitte la table. C'est vrai que l'élection présidentielle est aujourd'hui dans 1 an et 2 mois à peu près, parce qu'elle sera tôt, elle sera en mars-avril. On va encore perdre 1 an. C'est un peu tard aujourd'hui pour des élections législatives. On ne va pas faire des élections législatives pendant les municipales. Vous vous souvenez, il voulait les faire pendant les municipales. Bien sûr, mais c'est Emmanuel Macron qui avait mis ça pour justement mettre la pression sur les députés pour qu'ils ne votent pas la motion de censure. Donc là, c'est vrai qu'on a un petit peu... Bien sûr que ça a fonctionné. Ils ne veulent pas aller même au niveau du calendrier, ça n'a plus de sens, puisque là, il va y avoir effectivement les élections municipales. Bon, l'été, vous imaginez, pourquoi pas des élections l'été, mais enfin bon. Et ensuite, on rentre, ça y est, dans la campagne présidentielle. Il va y avoir la primaire de la gauche début octobre. La droite va aussi être dans sa tambouille pour se choisir un candidat. Bon, sincèrement, moi, je pense que les Français ont bien compris qu'on est dans la 9e année de la présidence d'Emmanuel Macron et que, vaille que vaille, rien ne se passera jusqu'à l'élection présidentielle. En revanche, ce qui est intéressant pour les élections municipales, c'est que le Rassemblement national, tout de même, mis sur le fait de toucher le tissu municipal le plus large possible. C'est vous qui le racontez, je crois, Jules Torres, dans le journal du dimanche. Et c'est une très bonne info que Jules donne, à savoir qu'ils veulent gagner des grands électeurs. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les municipales, mais derrière, il y a les sénatoriales. Et le Rassemblement national laboure le terrain. C'est-à-dire il faut que nous ayons le plus d'élus, parce que ces élus vont être de grands électeurs, et donc on assoit encore notre assise et notre ancrage dans le pays pour peser par la suite. Et ça, je trouve que c'est plutôt logique et c'est plutôt malin. Et puisque vous parlez des municipales, mon cher Jules, et du JDD, il y a aussi cet excellent article. Alors, c'est pas vous qui l'avez écrit pour une fois, mais quand même. Jules, il écrit quand même bientôt la moitié du journal. Non, mais on en a évidemment parlé ces dernières semaines, cet entrisme assez insidieux sur les municipales. Alors ça va de la Haute-Seine au Tarn. Alors ce qui frappe, ce qui retient l'attention, c'est qu'on y va à visage pas du tout découvert. C'est assez insidieux. Ce sont des logiques de dissimulation, d'implantation locale, d'action par le bas. Un phénomène que nous surveillons de très près sur le ministre de l'Intérieur, conscient du danger, mais enfin ce qui va pouvoir arrêter ce danger-là. Il y a 2 choses intéressantes. C'est qu'en effet, les services de renseignement sont aux aguets pour pister un certain nombre de
listes qu'on appelle des listes communautaires, qu'on a pu voir par exemple pour les élections européennes. Alors ça représente des scores absolument minimales, c'est des 0,4% dans certaines villes, notamment les villes les plus islamisées de France. Mais c'est vrai que quand on regarde la composition par exemple de certaines listes de la France Insoumise, on se dit que des listes communautaires, il y en a déjà et qu'elles sont absolument... Mais celles-ci sont visibles, il y en a des invisibles. Absolument visibles, il y en a absolument des invisibles. Elles ne représentent pas beaucoup, mais moi ce qui m'inquiète plus pour ces élections municipales, c'est que vous allez avoir beaucoup de listes de la France Insoumise, notamment en Seine-Saint-Denis, notamment dans la région francilienne, où il y a des candidats qui sont objectivement des candidats qui sont les amis des islamistes, qui ont une vision communautaire. Il suffit de regarder les propos de M. Delogu, les propos de M. Diawara, les propos de M. Bilongo, et vous voyez qu'il y a une logique communautaire. Il y a aussi la vision communautaire qui est portée par exemple par Éric Coquerel, qui vous dit que il ne faut que des élus noirs et arabes en région Seine-Saint-Denis pour représenter plutôt. Donc on est aujourd'hui à la France Insoumise dans une vision racialiste de la politique et pardonnez-moi, mais ce sont des gens qui vous parlent en permanence de la République. Je vous rappelle que la République, c'est l'article 1 et une et indivisible, qu'elle ne reconnaît aucune couleur de peau. Donc c'est assez curieux aujourd'hui que cette gauche-là porte un tel discours.